petit patriote, Monsieur J.E. Morier. Un régiment anglais marchait sur Saint-Eustache, où Chénier, insurgé sans peur comme sans tâche, retranché dans l'église avec 100 paroissiens, soldats improvisés dignes des temps anciens, attendait, l'arme au poing, l'approche de Colborne. Sous la bise, au milieu d'une campagne morne, que naguère animait de joyeux moissonneurs, les fantassins, drapeaux en tête, ricaneurs, enchantés de semer devant eux l'épouvante, s'avançaient en colonne, et la masse mouvante du sombre défilé semblait, dans le lointain, qu'ensanglantaient les feux du soleil du matin, un long troupeau de loups en quête de pâture. Sur un fougueux pur sang, élégante monture, qui blanchissait le mort d'une écume d'argent, Colborne, dans le fond de son âme rageant, fier, tourné sur l'arçon, une main vers la croupe, voltait de gauche à droite aux côtés de sa troupe, jetant à tout moment un juron au traînard. Souvent, parmi les toits des pauvres campagnards, dans des champs que le flot de la neige submerge, il en désignait un du bout de sa flamberge, et, le marquant ainsi par son geste, jurait que, le combat fini, la torche y passerait. Quelquefois, se dressant vivement sur la selle, vers le couchant neigeux, il braquait sa jumelle, cherchant s'il ne verrait émerger, à travers quelques touffes de pin dont les fronts toujours verts tranchaient sur la blancheur morne du paysage, la flèche des clochers du plus proche village, qui maintenant devait, dernier appel perdu, jeter au vent les cris du tocsin éperdu. Tout à coup, au moment où les premières files longeaient un grand bosquet d'arbres servant d'asile, durant les jours brûlants, depuis l'entrepôt, le régiment fit halte. En avant des drapeaux, 3 chemins, se croisant sur la neige sans borne, venaient d'arrêter là le sinistre Colborne, qui, décontenancé, sentant son cœur transir, pestait de ne savoir quelle route choisir. Comme un fauve égaré qui chercherait son antre, il allait cependant prendre celle du centre, quand soudain, en trouvant de lourds rameaux glacés qui le cachaient aux yeux des troupiers harassés, un petit paysan, à l'œil vif et sagace, qui portait en sautoir un long fusil de chasse et ne soupçonnait rien de ce qui se passait, déboucha d'un hallier où le vent mugissait et tomba près du chef de la troupe hésitante. À l'aspect des soldats, l'enfant reculait tente, dans un affolement de jeunes fangs surpris, de fuir et de rentrer sous les grands ormes gris. Mais Colborne, piquant de l'éperon sa bête, lui barre le passage et brusquement l'arrête. Puis, faisant aussitôt tourner son sabre nu sur le front du petit braconnier inconnu, dont le regard sur lui farouchement s'attache, « Montre-moi le chemin qui mène à Saint-Eustache », clame-t-il en français et d'une voix sans nom. Oh, semble tressaillir la clameur du canon. Pour réponse, l'enfant, muet, baissa la tête, avec l'air enfreigné de quelqu'un qui s'entête. « Réponds, petit lourdeau, réponds, affreux gamin, montre-moi le chemin, montre-moi le chemin. Ou sinon, voix d'anglais, pour punir ton audace, je te passe mon sabre à travers la carcasse. » L'enfant, dont pas un seul muscle ne remuait, le front toujours baissé, restait toujours muet. Colborne, sûr qu'un rustre, aussi crâne et tenace, ne céderait jamais devant une menace, et sûr qu'il le ferait parler en le tentant. En face de l'appât, il en succombe tant, entr'ouvrit sa capote au basque galonné, son gousset tira vivement 2 guinées, et, lui tendant cet or qui brillait dans sa main, « C'est à toi, si tu veux m'indiquer le chemin. »
À cette offre, l'enfant eut un sursaut de rage et, secouant son front cravaché par l'outrage, tournait les poings crispés du côté des soldats. Tragique, répondit. C'était bon pour Judas.